Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va commencer la deuxième leçon sur l'espace continental américain. Et donc le titre de cette deuxième leçon, c'est un continent de plus en plus intégré. Et donc comme petite problématique, on peut se demander en quoi les échanges et la coopération renforcent-ils l'intégration du continent. Alors déjà on peut se poser la question de ce que veut dire intégration. C'est vrai que dans la première leçon, on a vu une Amérique comme une espèce de puzzle avec des pièces plus ou moins importantes, l'importance reposant sur la richesse de chacun de ces pays. Et donc là, on va voir justement que des sous-ensembles sont en train de se dessiner, un phénomène qui bien sûr accompagne la mondialisation et donc notamment l'élément le plus important étant les organisations régionales. On va commencer par le petit 1. Le petit 1 qu'on va nommer un renforcement de l'intégration régionale. Alors cette première sous-partie, on va la diviser en 3 sous-parties à nouveau. Donc on peut commencer le premier point en rappelant que l'Amérique s'intègre d'abord, ou les ensembles américains s'intègrent d'abord sur les différents accords économiques régionaux. Donc là, à l'image de l'Union européenne, c'est vrai que dans le continent américain s'organisent de grands ensembles. Et vous allez en retenir surtout deux, qui sont le Mercosur et l'ALENA. Donc ce sont véritablement les deux principaux moteurs de ce continent, de l'Amérique. Alors le Mercosur, vous retenez que c'est une union douanière qui est créée en 1991 et qui ressemble de plus en plus à un marché commun, hein, et qui petit à petit prend une dimension également politique. Donc là, c'est l'ensemble régional qui est peut-être le plus abouti en Amérique. Donc là, on retiendra bien sûr que c'est le Brésil qui est le principal moteur de cette organisation. Donc nous avons également l'ALENA, donc l'association des accords de libre-échange nord-américains, qui, pour sa part, bien sûr, est dominée par les États-Unis. Alors, ces organisations, bien sûr, ont un objectif, c'est celui d'éliminer les barrières douanières et aussi de faciliter, enfin, pour aussi faciliter les échanges transfrontaliers des biens et des services. Alors là, on ne parlera pas encore des hommes, parce que contrairement à l'Union européenne, bien sûr, sous continent européen, la libre circulation des hommes est plus ou moins en vigueur. Alors, vous en avez d'autres, des organisations régionales, mais on pourra en retenir une seule parce que c'est vrai qu'elles ont des niveaux d'intégration qui sont largement inférieurs et en général, ils regroupent également des États moins puissants. Alors, ce que je vous propose de retenir comme organisation régionale, c'est la CAN, hein, C-A-N, qui est la communauté andine. Voilà, c'est pas la peine de se charger davantage. Alors, dans ce deuxième point, on va justement aborder, dans ce premier paragraphe, les dynamismes, on va dire, des échanges régionaux dans le continent américain grâce à ces associations, ces regroupements régionaux économiques. Donc là, on peut, c'est vrai, noter que au sein du Mercosur, hein, la valeur des échanges commerciaux a été multipliée par 10, hein, par plus de 10 depuis une vingtaine d'années, en retenant malgré tout que bien sûr ces échanges sont déséquilibrés, notamment au sein du Mercosur, et qu'ils sont dominés par le Brésil. C'est exactement la même chose pour l'ALENA, bien sûr, au sein de laquelle la suprématie des États-Unis est plutôt écrasante. Donc ce sont tout de même des organisations régionales assez asymétriques, hein, et qui voient la domination des deux géants, l'un au nord et l'autre au sud. Enfin, dans le troisième petit point, on peut insister quand même sur les nombreux échanges, hein, qui s'effectuent à l'intérieur de ces ensembles régionaux, mais aussi à leur marge.
Alors, par exemple, on peut quand même retenir que c'est important. Je vous parlais de la libre circulation des hommes qui n'était pas en vigueur dans cet espace. Pourtant, tout de même, les mobilités humaines sont très fortes. Et en particulier, on peut noter que 50% des migrants qui entrent aux États-Unis viennent du continent. C'est-à-dire que les mouvements de population sont tout de même très dynamiques à l'intérieur du continent. Alors, ces migrants entraînent un phénomène qui est important dans la mondialisation et qui permet parfois d'équilibrer un petit peu les, les retards de développement pour certains pays, ce sont les remises. Donc les remises, retenez ce terme, hein, les remises ce sont des transferts d'argent qui sont réalisés par les émigrés vers leur pays d'origine. Et en particulier dans ce continent, pour certains pays, ces remises sont très importantes. On peut prendre l'exemple d'Haïti. Pour Haïti, on considère que ces remises représentent environ 30% du PIB. Donc c'est un apport de richesse qui n'est pas négligeable, surtout pour le seul PMA de ce continent américain. Alors, à côté de la circulation des hommes, on peut évoquer aussi les réseaux énergétiques, notamment pour les hydrocarbures, qui se développent très rapidement au sein du continent, entre pays voisins, acteurs voisins de cet espace. Et puis, on peut mentionner enfin les réseaux de transport, qui eux aussi connaissent un dynamisme important et qui relient les pays entre eux au sein de cet ensemble continental. On peut conclure sur un autre phénomène qui est aussi en plein développement, parfois un petit peu ralenti. On peut penser aux États-Unis, c'est celui des villes jumelles, des Twin Cities comme on les appelle, qui se sont développées justement sur les frontières et qui permettent à ces espaces d'être très actifs, très dynamiques, et qui permettent justement d'avoir des complémentarités entre les États. Alors, je parlais des États-Unis et du Mexique, bien sûr, même si aujourd'hui les échanges sont un petit peu ralentis, mais juste un petit peu parce que les hommes ne passent plus, mais les marchandises passent toujours, ne vous inquiétez pas, le commerce est toujours dynamique et les États-Unis profitent toujours de la proximité du Mexique. Mais c'est également vrai, on peut citer un exemple pour le sud de l'Amérique, entre le Brésil et le Paraguay, où vous avez aussi l'émergence de nombreuses villes jumelles de part et d'autre de la frontière. Ce qui donc en fond, on reviendra et on en a peut-être déjà parlé, des interfaces importantes de la mondialisation. Donc je vous propose le titre du petit 2. Donc l'hégémonie américaine ralentit l'intégration. L'hégémonie américaine ralentit l'intégration. Donc pareil, je vous propose ce petit paragraphe en 3 points. Et on va d'abord rappeler peut-être le point le plus évident, c'est que la domination des États-Unis sur l'Amérique latine, donc sur le sud de l'Amérique, est toujours forte et elle est très ancienne. C'est vrai que toute leur diplomatie s'appuie sur notamment ce qu'on appelle la doctrine Monroe, M-O-N-R-O-E, c'est du nom du président des États-Unis dans les années 1820, et qui donc notamment en 1823 prononce un discours dans lequel il considère que l'Amérique latine est comme le domaine réservé de l'influence des États-Unis. On ne va pas donner davantage de détails, mais c'est le point de départ quand même d'une politique continentale dynamique de la part des États-Unis sur le reste du continent. Alors c'est vrai qu'elle se manifeste, cette domination, notamment par l'important déploiement militaire américain sur le continent. On peut penser à un exemple dont on a déjà parlé, la base de Guantanamo à Cuba. Ça nous permet de rappeler également l'embargo que les Américains ont imposé sur cette même île depuis le début des années 60. On peut évoquer aussi, comme marque de la domination américaine sur le continent, sa lutte contre le narcotrafic, par exemple en Colombie, qui a donné des résultats quand même très probants. C'est vrai que les Américains ont mis fin à l'importance du cartel de la drogue, mais on pourrait multiplier les exemples, mais tous ces deux exemples alimentent aussi largement
un sentiment d'impérialisme que d'autres pays regardent souvent d'un mauvais œil. Alors, c'est notamment cette cette impression d'impérialisme, cette réalité de l'impérialisme, que un des grands projets des États-Unis depuis plusieurs décennies déjà, depuis le démarrage du Mercosur et de l'ALENA en particulier, un des objectifs des États-Unis, c'était de créer une ZLEA. Donc elle n'existe pas puisqu'elle n'a pas abouti, mais elle devait être une zone de libre-échange des Amériques, qui était soutenue par les Américains et qui, cela souhaitant véritablement intégrer l'ensemble de l'Amérique. Donc voilà, aujourd'hui ce projet est au point mort, il est retourné dans les cartons, il n'est pas la réalité. Donc voilà une des raisons pour lesquelles cette puissance américaine a ralenti en partie l'intégration continentale. Alors justement, dans un deuxième point, on peut rappeler justement que une des raisons qui explique cette réticence de nombreux pays à suivre les États-Unis, c'est que le continent est divisé entre libéralisme et anti-impérialisme. Et il est vrai que, même si ces expériences ont peu joué à l'échec dernièrement, on peut rappeler quand même, dans le sud de l'Amérique, les succès politiques des anticapitalistes, donc ceux qui se sont inscrits en opposition aux Américains. Alors on a quand même trois exemples assez frappants que sont le Venezuela, l'Équateur ou encore le Nicaragua. Donc ces trois pays ont connu des expériences politiques qui affirmaient une certaine défiance de la part des populations vis-à-vis du libre-échange. Donc on a une résistance de certains pays face au modèle de développement capitaliste américain. Alors ça n'a pas empêché cependant de nombreux accords bilatéraux, c'est-à-dire entre deux pays, avec les États-Unis, qui sont quand même nombreux. Les États-Unis ont signé des accords bilatéraux avec de très nombreux pays du continent. On peut citer par exemple le Chili, le Pérou ou encore la Colombie. Et au-delà de tous ces accords bilatéraux signés avec les Américains, on peut quand même rappeler que la démocratie américaine reste un modèle. Donc vous voyez, on a un constat assez partagé, j'ai envie de dire, entre l'attractivité des États-Unis et en même temps son rejet. Mais ces débats tout de même ralentissent l'intégration du continent. Et donc enfin, on peut quand même terminer ce deuxième paragraphe en changeant à nouveau d'échelle et en rappelant tout de même, on en a déjà parlé mais il faut le rappeler ici, que certains groupes sociaux sont particulièrement en marge de l'intégration. Donc il y a des pays qui ne s'intègrent pas, mais à l'intérieur des pays, c'est vrai que il y a quelques groupes sociaux qui sont très marginalisés, comme on l'a déjà dit. Ce sont, comme on l'a vu, les indigènes, c'est-à-dire les descendants des autochtones, ce serait une autre façon de les appeler, qui sont très souvent marginalisés économiquement et politiquement. Et on l'a vu dans la première leçon, même quand ils sont majoritaires dans la population, comme au Guatemala. Bon, et ça, c'est vrai que sur l'ensemble du continent, les indigènes ont des traitements qui sont particulièrement critiquables, mais contestables et parfois dramatiques. Voilà, je crois qu'on peut s'arrêter là pour la deuxième partie. Donc je vous propose de débuter le dernier paragraphe de la leçon numéro 2, qu'on va intituler donc des tensions nationales et internationales en voie d'apaisement. C'est vrai que l'intégration est tout de même parfois facilitée par des relations plutôt apaisées au sein de ce continent. Et donc on va voir à nouveau en trois sous-parties les raisons pour lesquelles
ce continent est plutôt pacifique, en tout cas qu'il n'existe pas de conflit important entre les différents acteurs. Alors, dans le premier paragraphe, on peut rappeler quand même que les conflits ouverts entre les pays sont très rares sur le continent américain, et c'est vrai que depuis 1995, après un conflit entre le Pérou et l'Équateur, nous n'avons pas d'exemple de tensions particulièrement graves entre les pays. On peut évoquer aussi un autre conflit qui a été particulièrement meurtrier et qui, pour le moment, est en veille, j'ai envie de dire, c'est le conflit en Colombie, notamment récemment des accords qui ont eu lieu entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC, F-A-R-C en lettres majuscules, donc des rebelles qui s'attaquaient souvent aux représentants des gouvernements et qui entraînaient une forme de guerre civile. Et puis pour terminer, c'est vrai qu'on peut tout de même rappeler que, contrairement aux États-Unis, c'est vrai que c'est l'Amérique latine en tout cas est la région du monde qui consacre le moins de crédit à la défense, donc qui entretient assez peu, ou qui dépense peu, en tout cas dans la défense. Les crédits réservés à la défense sont vraiment très limités. Alors, on peut, dans un deuxième point, parler de relations politiques entre les États. On peut parler aussi des relations économiques, notamment, et des relations pour le contrôle des ressources. C'est vrai qu'il y a peu de tensions au sein de ce continent en ce qui concerne le contrôle des ressources. Alors, on peut quand même citer des difficultés parfois diplomatiques entre, par exemple, les États-Unis et le Canada, qui quand même se disputent l'accès au pétrole dans la région arctique. C'est également le cas dans l'Amérique latine entre le Venezuela et l'État du Guyana. C'est vrai que le pétrole, bien sûr, une ressource pour laquelle les conflits sont parfois importants. On peut, dans un autre domaine, évoquer par exemple la Bolivie, qui réclame au Chili depuis longtemps un accès à la mer, puisque la Bolivie est un État enclavé, qui n'entraîne pas de difficultés particulières, mais un conflit larvé qui n'a toujours pas abouti. Et enfin, en ce qui concerne les ressources, on peut parler aussi des ressources halieutiques, c'est-à-dire des ressources, des produits de la mer, notamment des poissons. Et donc c'est le cas de l'Argentine, qui continue de faire valoir ses droits sur les îles britanniques, dans les îles Malouines. Donc c'est vrai que ces îles qui appartiennent à la Grande-Bretagne ont déjà été, au début des années 1980, l'enjeu d'un conflit, d'une guerre entre les autorités britanniques et les autorités argentines. Et c'est vrai que l'Argentine réclame toujours, revendique toujours la possession de ces îles, puisque ces eaux sont riches en poissons. Et enfin, dans le dernier point de cette troisième sous-partie, on revient toujours au problème des inégalités sociales. On parlait des difficultés des indigènes à s'affirmer dans les différentes sociétés. Mais on peut évoquer aussi les grandes inégalités sociales qui sont à l'origine de grandes violences. C'est véritablement ce qui est le plus marquant dans l'Amérique latine et même aux États-Unis, si on veut. Alors on peut évoquer les exemples du Salvador ou du Honduras, ainsi que le Venezuela, qui connaissent par exemple les plus forts taux d'homicides au monde, c'est-à-dire le plus grand nombre de meurtres pour 100 ou 1000 habitants, et une criminalité qui est largement due au narcotrafic, et souvent qui mettent le feu aux ces gangs, on les appelle les maras. C'est vrai que le plus connu d'ailleurs d'entre eux, c'est le Barrio 18, qui exporte même la violence aux États-Unis et que Donald Trump s'est promis de faire disparaître. Mais enfin, c'est vrai que la violence elle est quotidienne et entraîne des situations parfois quasi de guerre civile à l'intérieur des villes
de l'Amérique centrale. Alors on peut terminer, quand on parle des inégalités sociales dans le continent américain, sur le problème de la petite paysannerie, ces petits paysans qui revendiquent un accès à la propriété de la terre et qui entraînent des tensions parfois très très fortes entre ces petits paysans et notamment les grands propriétaires. Ça, c'est une question qui anime l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud depuis longtemps. Donc voilà, vous voyez, on a quand même fait le tour de situations parfois très très tendues, difficiles, mais qui ne sont pas le frein principal à l'intégration de ce continent.